Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 22 septembre 2025. Il y a exactement 65 ans, le Soudan français accédait à son indépendance proclamée par Modibo Keïta et devient la République du Mali. Dès lors, ce jour 22 septembre 1960 est célébré chaque année par les autorités en place avec une forte mobilisation de la population. Le boulevard de l'indépendance a servi de cadre à la célébration des 65 ans d'accession à la souveraineté nationale et internationale ce lundi 22 septembre 2025. C'était à la faveur d'une cérémonie de défilé militaire sous la haute présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le compte rendu Abdul Karim Sako et Boubacar Traoré. 22 septembre 1960, 22 septembre 2025, cela fait exactement 65 ans que le Mali est indépendant avec pour premier président Faye Modibo Keïta. De son accession à la souveraineté nationale à nos jours, le Mali a connu plusieurs régimes de gouvernance marqués par une riche histoire en événements majeurs. Jadis havre de paix, le Mali traverse une phase cruciale de son histoire contemporaine avec un éventail de défis d'ordre sécuritaire, économique et surtout de bonne gouvernance. Ce lundi 22 septembre 2025 restera ineffaçable dans les annales de l'histoire nationale du Mali car il démontre sans conteste la souveraineté nationale retrouvée sous le commandement du général d'armée, son Excellence Assimi Goïta, chef suprême des armées. Sous le leadership de ce dernier et l'abnégation de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, le Mali a retrouvé sa place dans le concert des nations souveraines. La joie des populations massivement sorties pour témoigner de leur accompagnement aux efforts des autorités est un symbole fort que le Mali des grands empires et royaumes peut trébucher mais ne tombera jamais. Vivement d'autres 22 septembre dans un Mali stable et prospère. Notre équipe de reportage a recueilli quelques réactions sur place. Je vous invite à suivre avec nous. Cette fête-là, c'est une fête d'indépendance et cette fois-ci, on sent la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire on avait l'indépendance mais on n'avait pas la souveraineté. Et je demande aux autorités d'aller plus loin parce qu'il faut avoir la souveraineté monétaire et l'esprit est libre, que les Maliens soient libres d'agir selon notre pouvoir parce qu'on a le pouvoir d'achat. C'est pourquoi ces gens-là étaient là en train de nous exploiter. Maintenant, on a tendance à aller à la liberté. À la liberté. Nous reconnaissons cette fois-ci le vrai Mali. Voilà, avec Assimi, nous reconnaissons le vrai Mali. Bon, la jeunesse, je pense que la jeunesse a été un peu perturbée par les médias, les télés et autres, les téléphones. Mais je leur demande de suivre le pas. Parce qu'au Mali, là, il faut voir l'exemple. Depuis le Modibo Keïta, ceux qui ont donné leur sang pour ce pays-là. Voilà, il faut penser à eux et qu'on revienne aux anciens. Et avec ça, je pense que ça va marcher. Là, c'est le sentiment de fierté concernant notre président qui est Assimi Goïta. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre d'événement au nom du 22 septembre. Vraiment, moi, je suis fier de mon président. Et que Dieu lui protège, que Dieu bénisse le Mali et qu'on avance. À la jeunesse malienne, c'est soutenir cette transition et puis on doit se battre pour ce pays-là. On n'a pas d'autre pays que le Mali-Bas. Et puis le président il est en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse malienne concernant notre avenir. L'avenir c'est très important. Concernant notre pays, on est fiers de lui, vraiment. Je n'ai pas de mots, j'ai trop d'émotions aujourd'hui. Vraiment, je suis fier d'Assimi Goïta et je suis fier d'être malien. Par ailleurs, dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, une caravane d'information et de sensibilisation a sillonné le district de Bamako le samedi 20 septembre 2025 pour prêcher la paix et la cohésion sociale au Mali. Compte rendu, c'est avec Khadija Traoré et Draman Mali. Elle a démarré au monument de la paix en présence du gouverneur du district de Bamako. Cet événement majeur avec l'engagement du gouverneur et ses partenaires confirme le rôle central de la culture comme levier de la paix et de la réconciliation. Après le lancement de la caravane, le gouverneur du district de Bamako a mis l'accent sur la paix, l'entente et le développement. Selon lui, rien ne vaut la paix. Comme vous le savez, la Semaine nationale de la réconciliation est une semaine qui a été instituée par les plus hautes autorités du pays
pour renforcer l'unité, la cohésion et le vivre ensemble au niveau de l'ensemble du territoire malien. Donc l'idée qu'il y a derrière la célébration de cette semaine est d'inviter l'ensemble des communautés, toutes les couches sociales confondues, à se retrouver autour du pays, de la nation malienne, cette grande nation qui a fait la fierté du monde entier, qui a fait la fierté de l'Afrique entière. Donc à travers ces valeurs de société qui prônent non seulement l'union, l'entente et la réconciliation. Les autorités ont vu juste il y a 4 ans, en décrétant cette semaine au niveau national, dont la 4e édition est célébrée cette année. L'organisation de cette caravane dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation portant sur le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES constitue une activité d'envergure nationale dont les impacts en matière de cohésion sociale et de consolidation de paix sont certains. La particularité de cette 4e édition, c'est que c'est une édition qui s'inscrit dans l'année de la culture, comme vous le savez, décrétée par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État. Et également, c'est une année qui a vu aussi l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'est pourquoi vous verrez que le thème que nous avons retenu cette année est intitulé « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Et ça veut dire également qu'au-delà du Mali, nous pensons à AES, nous réfléchissons à AES et nous œuvrons pour l'AES. Et ce message est valable pour tout le peuple de l'AES. Nous voulons passer aussi des messages qu'avec la force, souvent nous pouvons avoir la force et aussi rester humble et aussi contribuer à renforcer la cohésion sociale, à ne pas utiliser seulement la force pour détruire, plutôt pour construire. C'est ça le message que nous voulons passer à travers le bras de fer et la lutte traditionnelle. Utilisons nos forces pour construire et non pour détruire notre pays. Il est important qu'en ce moment de turbulence et de tourmente, que rappel soit fait auprès du peuple malien dans toutes ses composantes à magnifier notre diversité qui est un atout majeur pour la cohésion sociale dans l'espace AES. Cérémonie de clôture du premier congrès des gynécopédiatres s'est tenue ce samedi 20 septembre 2025 au Centre international de conférence de Bamako. Une cérémonie dédiée à la santé maternelle et infantile qui a rassemblé experts de nombreux pays. Khadija Traoré qui nous revient. Ce congrès, qui a débuté le 16 septembre dernier, aura permis de discuter des avancées scientifiques et des stratégies pour améliorer les soins en matière de santé mère-enfant. Des thèmes cruciaux tels que la vaccinologie, la gestion de l'infertilité, la détection des cancers, la malnutrition et les grossesses à haut risque ont été discutés. Ce que nous appelons le thème principal du congrès, c'est l'atteinte des objectifs du développement durable pour 2030, le défi que cela constitue pour les pédiatres et puis les gynécologues obstétriciens. Et maintenant, pour traiter de ce thème principal, il y avait des sous-thèmes. Nous avons les cancers gynécopédiatriques, la prématurité, l'éclampsie, la pré-éclampsie, les infections maternelles et les infections néonatales, les pathologies endocriniennes chez la mère et chez l'enfant. Là, essentiellement, et tous ces thèmes-là n'ont pas été choisis au hasard, ce sont des thèmes qui répondent aux préoccupations quotidiennes des gynécologues, des sages-femmes et des pédiatres et tous les acteurs de la santé et de la reproduction. Vraiment, les défis actuels sont centrés autour de ces thèmes-là. Arriver à gérer, à prendre en charge ces situations pathologiques-là équivaudrait à régler une grande partie des problèmes de santé de la mère et de l'enfant. Voici pourquoi ce thème principal et ces sous-thèmes ont été choisis. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir atteindre tous les objectifs du développement durable. Mais quant à la diminution de la mortalité maternelle, infantile et néonatale, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ce congrès a permis de faire des échanges avec la participation de 17 pays
de nationalités différentes, d'environ 2000 participants, avec plus de 40 conférences, beaucoup de communication scientifique autour de 200. Ça a été vraiment des journées prolifiques, très très enrichissantes. Et à ce congrès étaient couplées les premières journées scientifiques de l'Office national de la santé de la reproduction. Donc, honnêtement, nous sommes comblés. Nous sommes comblés parce que nous avons peut-être pour la première fois montré aux juges du monde qu'on peut faire un congrès conjoint gynécologie, obstétrique et pédiatrique. Des experts et professionnels de santé de divers pays étaient présents. J'étais vraiment impressionné par l'organisation de gynéco et surtout de gynéco, travailler avec le pédiatrie. C'est très impressionnant pour moi. Notons que de grands espoirs sont placés en ce congrès qui doit être à la fois un levier de pérennisation du pacte social, un outil de renforcement scientifique pour les gynécologues et pédiatres, ainsi qu'une plateforme d'intégration régionale et internationale en matière de santé maternelle et infantile. Le docteur Mahamadou Koïta a offert une morgue moderne au centre de santé Chérifla de Bankouni Djanguinebougou en guise de reconnaissance envers Asseid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ce geste qui vient renforcer la mission du guide spirituel des Ansars, notamment sa quête perpétuelle pour le bien-être de ses concitoyens, s'est déroulé le 19 septembre 2025 à Bankouni Djanguinebougou en commune 1 du district de Bamako. Penda Kone pour le commentaire. Dans un esprit de solidarité et de foi, un don de morgue moderne à 6 étages a été fait au guide spirituel des Ansars. Geste qui illustre à la fois la dévotion à Dieu et l'attachement à un islam de paix et d'authenticité. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur immense joie à la réception de cette morgue moderne. Le sentiment qui nous anime après la réception de cette morgue de 6 places nous a été offerte par M. Keïta, ça nous va tout au cœur. Nous l'accueillons à bras ouverts. Ça ferait une épine de moins et ça va servir en tout cas à la population aux besoins. Et ça nous ferait un grand intérêt pour ne serait-ce accompagner nos défunts. Nous remercions le donateur d'abord et ensuite nous remercions la principale cause. C'est grâce à lui que le centre a bénéficié de cette donation de la part de Keïta, de M. Keïta. Donc nous félicitons et nous le saluons à sa juste valeur. Nous remercions l'équipe pour cette bonne collaboration avec les différentes personnalités. Et nous remercions, nous ne pouvons que le remercier et voilà, le saluer davantage. En faisant ce don, le bienfaiteur a voulu témoigner de sa reconnaissance à l'endroit du guide spirituel des Ansars, dont l'engagement spirituel et social continue d'inspirer des milliers de fidèles. Ce geste humanitaire vient également répondre à un besoin communautaire, un outil essentiel pour accompagner les familles dans les moments difficiles. Cette initiative vient ainsi renforcer la mission du guide spirituel des Ansars, promouvoir un islam de paix tout en répondant aux besoins réels des communautés. La présidente de l'association Kofoye a présidé les activités de la dite association ce vendredi 19 septembre 2025. L'ouverture des travaux a enregistré la présence de nombreuses femmes et plusieurs autres personnalités. Fatoumata Yakane pour le détail. L'association Kofoye, selon sa présidente, est une association pour les femmes, les jeunes ainsi que les jeunes couples visant à renforcer leurs capacités à travers des échanges sur leur vie quotidienne. Alors, l'association Kofoye est créée pour aider les jeunes, les femmes et les couples à avoir de la stabilité dans leur foyer et aussi dans l'autonomisation. Et elle a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes et des jeunes et aussi renforcer de la stabilité, du développement personnel, de l'épanouissement à travers un accompagnement psychologique, éducatif, relationnel et professionnel. Avant d'être présidente de Kofoye, je suis dans un premier temps comédienne, metteur en scène.
une femme de théâtre. Et c'est en pratiquant le théâtre social bien sûr, on crée des spectacles de théâtre pour aller jouer dans les familles et tout. À travers cela, on s'est rapproché de la population, des familles. Et c'est dans ces causeries avec les femmes, que ce soit dans les tontines ou dans les grains des jeunes, on s'acquérit de leurs nouvelles et relève quelques problématiques. Donc c'est là que nous avons compris que, comme on est au Mali et tout est question de femmes, quand on parle de femmes ici au Mali, tout le monde sait ce que ça veut dire. Les femmes ont beaucoup de responsabilités et il y a peu de femmes aussi également qui connaissent leurs devoirs. Donc ce qui fait qu'on a voulu mettre en place cette association pour que les femmes puissent connaître davantage leurs devoirs et leurs droits également. Cette association vient à point nommé selon des participantes. Elle affirme également que sa mise en place sera non seulement une porte de sortie pour les femmes, mais également contribuera à leur épanouissement. Je vois un grand projet et je pense que dans l'avenir aussi, ce projet pourrait vraiment inonder le territoire malien et pourquoi pas hors du Mali. Parce que je pense que les problèmes évoqués et les sujets traités, c'est pareil pour tout le monde. L'échange entre... Parce que les femmes n'ont pas tendance vraiment à beaucoup parler. C'est notre société qui l'impose. Et c'est pour cela même, en intervenant en premier le mois, j'ai posé la question à savoir si toutefois ce que nous devons dire, ça va se passer devant les hommes. Et j'ai eu une très bonne réponse par rapport à cela. Ce qui veut dire que au moins, nous avons au moins un endroit pour dire ce qu'on ressent, ce que nous nous disons entre nous-mêmes lors de nos rassemblements, lors de nos tontines, qui sont les sous-sujets que nous vraiment n'aimons pas évoquer, alors que c'est dans la discussion que jaillit la lumière. Donc dans ces échanges, je pense que nous pouvons aussi trouver des solutions pour celles qui sont mariées, qui ont des difficultés dans leur foyer, et celles qui n'ont pas d'abord amorcé ce pas aussi. C'est aussi un conseil pour eux. L'association COFOYE a comme d'autres missions la sensibilisation des jeunes couples, la promotion de l'entrepreneuriat, l'autonomisation des femmes. Actualité à présent nationale et internationale en bref, commentée par Moussa Fomba. Jour de l'indépendance du Mali, histoire de liberté et de partenariat avec la Russie. Ce 22 septembre, la République du Mali célèbre sa libération du joug colonial français en 1960. Un petit retour sur les grandes étapes de l'histoire du pays et ses relations avec la Russie. Révolte anticoloniale réprimée durement, mais la lutte pour la liberté persiste. En 1960, indépendance obtenue, marquant la fin de la domination coloniale française. En 1960, établissement des relations diplomatiques entre l'URSS et le Mali, suivi d'une aide massive. Construction de plus de 100 infrastructures, usine de ciment, stade de 25 000 places à Bamako, hôpital Gabriel Touré, école, mine d'or de Kalana, aérodrome de Gao, mise en valeur de 9 000 hectares de terres agricoles, présence de milliers d'ingénieurs, médecins et enseignants soviétiques. Aujourd'hui, coopération renforcée entre la Russie et le Mali. Mois de mai 2024, début de la construction d'une centrale solaire de 200 MW à Sanankoroba par Rosatom. Juin 2025, pose de la première pierre d'une usine de raffinage à Bamako avec la participation du groupe russe Yadran. Projet dans la géologie, l'agriculture, les transports, l'énergie et l'extraction minière. Au Burkina Faso, le camp de vacances à Faso-Mebo prend fin, mais le patriotisme, lui, ne prend jamais fin. La cérémonie de sortie de la deuxième vague de campeurs baptisés Lidandali, Espoir en langue nationale, s'est déroulée le 20 septembre selon les autorités. Les 730 jeunes ont suivi, entre autres, des formations en instruction militaire, en éducation civique et morale. Leur parrain, le colonel Ismaël Diawari, les a exhortés à rêver grand, à être les futurs gardiens de la révolution progressiste et populaire. Les participants, par la voix de leur porte-parole, se sont engagés à être des citoyens exemplaires pour bâtir un Burkina nouveau. Les parents ont exprimé leur gratitude et leur soutien à l'initiative en offrant 2 tonnes de ciment et 400 kits scolaires en guise de solidarité.
L'Union européenne cherche à adopter au plus vite un nouveau plan budgétaire septennal, craignant une victoire des alliés de la députée de droite Marine Le Pen à l'élection présidentielle française de 2027, a rapporté Politico citant des sources. Selon le journal, l'adoption du nouveau projet de budget pourrait être compromise si le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, arrivait au pouvoir en France. Le parti prévoit notamment de réduire les contributions de la France au budget de l'Union européenne et de réduire l'aide militaire à l'Ukraine. C'est pourquoi le Conseil européen vise à adopter le projet de budget avant fin 2026, date à laquelle le futur président français ne pourra plus l'influencer. Le 16 juillet, le projet de budget de l'Union européenne pour 2028 à 2034 a été présenté à Bruxelles. Il s'élèvera à 2 milliards d'euros. La Commission européenne a annoncé que l'Ukraine recevrait 100 milliards d'euros, soit 5% du montant total. Cependant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré que selon les estimations de divers groupes d'experts, au moins 20% du budget devrait être alloué à l'Ukraine pour financer son adhésion à l'UE. Budapest a appelé Bruxelles à se retirer et à réviser son projet budgétaire. Les consultations entre les pays de l'Union européenne sur cette question pourraient se poursuivre jusqu'à fin 2027. Le plan requiert l'accord de tous les membres de l'Union européenne pour être adopté. Israël rejette catégoriquement les déclarations unilatérales de plusieurs pays reconnaissant l'État de Palestine, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique à l'avenir. Qualifiée par les dirigeants du Hamas de fruit du massacre du 7 octobre, la déclaration récompense non seulement le plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste par une organisation terroriste qui appelle et agit pour l'anéantissement d'Israël, mais consolide également le soutien dont bénéficie le Hamas, a noté l'agence diplomatique. L'autorité palestinienne fait partie du problème et non de la solution. C'est également la raison pour laquelle les États-Unis lui ont imposé des sanctions et ont interdit à ses hauts responsables l'accès à leur territoire, a souligné le ministère. Le 19 septembre, dans une lettre ouverte, le Parti républicain américain a menacé les pays alliés de mesures de riposte s'ils reconnaissaient la Palestine comme un État indépendant. La lettre était adressée entre autres à l'Australie, au Royaume-Uni, au Canada et à la France. Dimanche, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont annoncé qu'ils reconnaissaient l'État palestinien. Le Portugal vient d'emboîter le pas. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi à 20h30. Retrouvez la version en langue bamanaka avec Moussa Fomba. Très belle soirée et très belle fête d'indépendance à tous.